Donc bonjour à tous, je fais cette vidéo pour les élèves de troisième de mon collège, le collège Olympe de Gouges à Pont-de-Roide, afin de pouvoir préparer ou réviser certaines notions importantes que l'on a vues en classe ou que l'on prépare en classe inversée pour essayer de préparer avant de venir en cours. Aujourd'hui, on va s'intéresser au chapitre 4, le système immunitaire. Donc dans ce cours, on va chercher à comprendre dans un premier temps comment le système immunitaire fonctionne, les grandes lignes, c'est-à-dire les organes. On va également voir les cellules de défense, hein, les globules blancs, leucocytes, qui jouent un rôle très important. Ensuite, on comprendra dans un deuxième temps le principe de la vaccination avec la découverte du vaccin par Louis Pasteur et finalement la découverte et la proposition de vaccins. Et dans une dernière activité, on s'intéressera à ce que c'est que le SIDA, syndrome d'immunodéficience acquise, qui est provoqué par un virus qu'on appelle le VIH, virus de l'immunodéficience humaine. Alors le premier problème que l'on se pose, comment l'organisme humain se défend-il face à une infection réalisée soit par des bactéries, soit par des virus? On verra qu'il y a des systèmes de défense communs, que ce soit une bactérie ou un virus. On verra aussi qu'il y a des particularités, en particulier quand c'est une infection virale. Première chose, les organes du système de défense. Donc, comme tout fonctionnement de l'organisme, il y a un système, c'est-à-dire plusieurs organes qui coopèrent entre eux pour réaliser une tâche. Dans le cas du système immunitaire, les organes qui communiquent entre eux sont ici le thymus, si vous voyez ma souris. On a les amygdales, il y a la rate, il y a les os longs, et qui jouent un rôle très important, de nombreux ganglions lymphatiques disséminés à des endroits stratégiques du corps et qui sont reliés par les vaisseaux lymphatiques. Voilà les organes du système immunitaire. Alors on va découvrir quelques-uns de ces organes du système immunitaire, en particulier ceux qui vont jouer un rôle dans la création des cellules du système immunitaire, la création des globules blancs. Ben, ce sont les os longs. Donc si on regarde une image d'un os long, voilà, on voit qu'il est fait de plusieurs parties et au niveau de l'épiphyse, il y a une zone assez spongieuse qui contient ce qu'on appelle la moelle osseuse rouge. Et c'est dans cette moelle osseuse rouge que les globules blancs ont été fabriqués. Alors si vous vous rappelez dans le chapitre 1 sur les cellules différenciées, on a observé un frottis sanguin au microscope. On a vu bien évidemment de très nombreux globules rouges et on a vu deux sortes de globules blancs. On a vu d'un côté les phagocytes qui avaient un noyau déformé, qui était plus gros, quasiment 2 fois plus gros que les globules rouges. Et on a vu également une cellule de différence avec un gros noyau violet, 1,5 fois plus grosse que les globules rouges, qu'on appelait cette fois-ci les lymphocytes. Donc ce sont dans ces os longs, humérus, tibia, péroné, fémur, que sont fabriqués les globules blancs qui interviennent dans la défense du système immunitaire. Donc je reviens au document. Donc ici, dans ce tableau, on peut reprendre le dessin qu'on a fait lors du chapitre 1 et on peut dessiner un phagocyte à gauche et un lymphocyte à droite en mettant les légendes caractéristiques, c'est-à-dire membrane, noyau, cytoplasme. Je vous montre un de ces schémas. Voilà. Donc à gauche le phagocyte et à droite le lymphocyte. On verra, il y a marqué B ou T, on découvrira les significations de ces lettres un peu après. Je vous remontre également une vue de microscopie. Donc on voit en violet et en rose les globules rouges. On voit ici avec son gros noyau le lymphocyte et on voit ici avec son noyau déformé, on croirait qu'il y a 3 noyaux, le phagocyte qui est quasiment 2 fois plus gros que les globules rouges. Donc ces cellules vont jouer un rôle important
dans la défense de l'organisme. Ce sont les cellules de défense. Alors, dans les organes, si je reviens ici, donc ça c'était pour les os longs, on a également dans le système immunitaire les vaisseaux lymphatiques et les ganglions lymphatiques. Alors, là encore, avant de parler des ganglions lymphatiques, il faut que l'on se rappelle ce que l'on connaît déjà. Donc en classe de 5e, on l'a revu également en classe de 4e, on a vu que dans le corps humain, il y avait une double circulation sanguine. Le sang riche en dioxygène, que l'on voit ici dans le cœur gauche, est propulsé lorsque le corps se contracte à tous les organes. Les organes utilisent le dioxygène, utilisent les nutriments, produisent de l'énergie grâce à la réaction de combustion et produisent un déchet qui est le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, au niveau des capillaires sanguins situés à l'intérieur de l'organe, passe dans le sang, qui devient ici du sang riche en dioxyde de carbone. Ce sang retourne au cœur, cette fois-ci droit, et le cœur droit, en se contractant, propulse le sang dans cette zone-là qui correspond à la circulation pulmonaire. Il se passe un échange dans les poumons entre l'air et le sang. Le dioxyde de carbone passe dans l'air qui sera l'air expiré. Le dioxygène de l'air inspiré passe dans le sang. Le sang devient riche en dioxygène et retourne au cœur gauche grâce ici à une veine qu'on appelle la veine pulmonaire. Donc ça, c'est ce qu'on connaît de la classe de 5e, de la classe de 4e. On va plus loin, on va s'apercevoir qu'avec cette circulation sanguine est connectée une circulation dite lymphatique. Si on regarde ici, au niveau des organes, donc on pourrait dessiner ici un rectangle pour symboliser l'organe. Voilà. Donc là, hop, remplissage, sans remplissage, voilà. Ici, si on symbolise l'organe ici, on s'aperçoit qu'à l'intérieur de l'organe, au niveau des capillaires sanguins, il y a une fuite de plasma. Alors, je vous rappelle que le plasma, on le verra dans le document d'après, mais si on fait une centrifugation ici avec un centrifugeur, une centrifugation d'un culot, c'est-à-dire d'une sorte de tube à essai contenant du sang, on a le résultat ici sur la droite, on s'aperçoit qu'il y a 45% de parties solides et 55% de parties liquides. Ce liquide, c'est le plasma qui est incolore et le sang a sa couleur rouge parce qu'il y a de nombreux globules rouges à l'intérieur. Mais sinon, le plasma est incolore. Ce plasma, qui contient principalement de l'eau, mais des protéines en solution, des gaz, des nutriments, tout ce que vous voulez à l'intérieur, ce plasma, il va, au niveau des capillaires sanguins, fuir la circulation sanguine et passer entre les cellules de l'organe, dans ce qu'on appelle le liquide interstitiel, mais également ce qu'on appelle la lymphe, et en sortant de cette circulation sanguine, va pousser la lymphe qui était déjà là, dans une circulation lymphatique, qui cette fois-ci n'est pas une double circulation comme la circulation sanguine, mais à sens unique. La circulation lymphatique va toujours des organes en direction du cœur, et même plus précisément en direction d'une des veines caves qui va se reconnecter, finalement, le vaisseau lymphatique va se reconnecter ici à une des veines caves. Pareil, au niveau du poumon, il y a une sortie de plasma qui va permettre au plasma de devenir de la lymphe et de circuler. Et il y a entre ces vaisseaux lymphatiques des nœuds, que l'on appelle les ganglions lymphatiques, que l'on voit ici sur la figure de droite, où il y a des vaisseaux lymphatiques qui entrent dans le ganglion, et il y a des vaisseaux ici, et il y a des vaisseaux lymphatiques qui sortent de ce ganglion. Et quand on fait une coupe d'un ganglion lymphatique, on s'aperçoit, quand on observe au microscope, que ces ganglions lymphatiques contiennent de très très nombreux lymphocytes, et on découvrira justement le rôle très important de ces lymphocytes fixés dans ces ganglions pour la défense immunitaire. Voilà, donc ici on a la figure, pour se rappeler, faire une petite synthèse, comme quoi le sang contient du plasma, et que dans le sang, il y a des parties solides, 45%, qui correspondent principalement à des cellules. Un très très grand nombre de globules rouges, 5 millions par microlitre, quelques globules blancs, 5000 à 10 000 globules blancs par microlitre, et un certain nombre de plaquettes qui ont un rôle un peu différent, puisque c'est un rôle dans la coagulation du sang. Voilà, on peut faire une petite synthèse personnelle par rapport à ce que je viens de raconter ici, pour compléter le document que je vous aurai distribué en classe. Vous retrouvez d'ailleurs ce document, on va le voir dans l'espace de la classe. Voilà,
si on va ici dans Enoé, depuis chez vous, ou dans classe sur le bureau du collège, vous retrouvez ici dans classe de 4e A, données, SVT, dans CH4 pour chapitre 4 système immunitaire, vous retrouvez ce document que je vous ai distribué. Et ici, dans documents, ben, vous retrouvez tous les documents que je présente ici. Donc je reviens au sujet. Alors on va comprendre la défense contre les bactéries et les virus, mais pour pouvoir comprendre la défense contre les bactéries et les virus, il faut absolument que l'on se rappelle, puisqu'on l'a vu dans le chapitre d'avant, comment une bactérie nous infecte une fois qu'elle a été transmise sur notre corps, une fois qu'elle nous a contaminés, c'est-à-dire qu'elle est passée de l'extérieur à l'intérieur, comment elle nous infecte et comment un virus nous infecte. Puisque les lieux d'infection ne sont pas les mêmes, on verra dans la suite que la défense immunitaire ne sera pas exactement la même. Alors les bactéries, si on se souvient, un schéma avait été fait au tableau, les bactéries, une fois qu'elles ont passé les barrières naturelles, peau, muqueuse, elles utilisent la lymphe, on vient de le voir, la circulation lymphatique, c'est un petit peu nouveau, le sang pour circuler et aller dans un endroit où elles seront bien pour se développer. Une bactérie, quand elle se développe, elle a besoin, bien évidemment, pour se multiplier par division cellulaire, de dioxygène, elle a besoin également de nutriments, elle va trouver ça soit dans le plasma, soit dans la lymphe. Donc souvent, les bactéries se développent entre les cellules dans la lymphe. Ces bactéries, en se développant, elles se multiplient et elles vont produire des toxines. Et ce sont ces toxines qui vont nous rendre malades et qui, dans un certain cas, vont tellement nous rendre malades qu'elles peuvent nous tuer si notre système de défense n'a pas eu le temps de réagir. Ce sont des maladies bactériennes mortelles. Les virus, on avait vu que leur système d'infection est un petit peu différent. Donc, on est transmis soit dans une transmission directe, soit d'un objet ou d'un être vivant à l'homme. Ensuite, le virus nous contamine, c'est-à-dire passe à l'intérieur du corps, et nous infecte en utilisant nos propres cellules pour le multiplier. Donc, un virus trouve une cellule qui lui convient, rentre à l'intérieur de cette cellule, intègre le petit morceau d'ADN qu'il y a dans le virus au programme génétique et pirate notre cellule pour que la cellule produise des virus. Une fois que la cellule a produit suffisamment de virus, les virus sortent de la cellule et tuent la cellule. Et c'est le fait qu'un certain nombre de cellules sont tuées à ce moment-là qui explique que notre organisme fonctionne moins bien et qu'il y a des symptômes d'un dysfonctionnement d'un ou de plusieurs organes liés à un virus qui nous infecte. Donc ici, on a une petite figure qui résume ce que je viens de vous expliquer. Le virus qui est à l'extérieur, qui rentre, qui se multiplie parce qu'il a piraté le noyau, on va dire, de la cellule, et en sortant, les virus tuent la cellule, mordent la cellule hôte. Alors, la défense, elle se passe en 2 temps. Il se passe une première réaction de défense qui est très rapide à mettre en œuvre et qui est, on dit, non spécialisée. C'est ce qu'on appelle la réaction inflammatoire. Que des bactéries rentrent ou non, que des virus rentrent ou non, cette réaction inflammatoire peut se mettre en place. Je donne l'exemple classique. Vous vous foulez une cheville, vous vous tordez une cheville, très rapidement, la cheville enfle. Pourtant, il n'y a pas eu de lésion directe des barrières naturelles, les bactéries et les virus ne sont pas rentrés. Alors, comment ça se fait que ça enfle et comment ça se fait que ça se réagit? Au moment où vous tordez la cheville, ou au moment où vous vous coupez, vous vous brûlez, certaines cellules du derme sont détériorées. Et ces cellules contiennent une molécule dans le cytoplasme qui est d'un seul coup libérée. Et cette molécule contenue dans le cytoplasme qui est libérée va déclencher toutes les réactions de cette réaction inflammatoire. La molécule va provoquer, première chose, une action sur les cellules qui composent les vaisseaux sanguins ici, et va permettre une fuite de plasma. Le plasma va donc sortir plus qu'à la normale, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il sortait et qu'il venait de la lymphe, là il va sortir plus, ce qui va faire enfler la zone. Alors le plasma va sortir, va écarter les cellules. Alors pourquoi c'est utile? Ça va être utile parce qu'il y a des globules blancs qui vont arriver. Les globules blancs avec un noyau déformé, c'est-à-dire les phagocytes qui vont arriver. Les cellules du composant capillaire étant écartées, les globules blancs vont pouvoir sortir de la circulation sanguine. Pourquoi ils sortent de la circulation sanguine? Parce qu'ils sont attirés
par la substance qui a été libérée, qui est à la base de tous les phénomènes. Donc les globules blancs qui circulent, les phagocytes qui circulent dans le sang, d'un seul coup, arrivés dans la zone, captent les molécules libérées, sortent de la circulation sanguine et vont réaliser leur tâche. Alors, vous retrouverez les informations dans le texte. Ils sont spécialisés, ces phagocytes, dans un mécanisme que l'on appelle la phagocytose. Alors, je vous mettrai en lien de la vidéo YouTube, une deuxième vidéo YouTube réalisée par quelqu'un qui montre un peu ce que c'est que la phagocytose en image. Donc, ces phagocytes sont là pour, on les appelle les éboueurs de l'organisme, sont là pour nettoyer la jaune, c'est-à-dire les cellules mortes qui ont été cassées et tout ce qui s'y trouve, dont potentiellement les bactéries et les virus. Alors, la phagocytose, c'est quoi? On a une petite image ici. Vous voyez ici, si vous suivez mon curseur, on voit là, dans cette zone-là, une bactérie. On voit ici la membrane. Donc, c'est une photographie prise en microscopie électronique à balayage, à transmission, pardon. Ici, on voit la membrane et ici, on voit le cytoplasme. Donc, la phagocytose, elle se déroule en 4 étapes principales. Je vais vous mettre l'image en plus grand, qu'on voit mieux. Ici, voilà. Donc, il y a des déformations du phagocyte pour aller attraper les débris cellulaires, les bactéries, les virus. Une fois que ces éléments ont été adhérés, il y a une phase d'absorption, c'est-à-dire faire passer la bactérie, les débris cellulaires, les virus à l'intérieur du cytoplasme. Dans le cytoplasme, il se passe une troisième phase qui est la phase de digestion, c'est-à-dire que la cellule, le phagocyte, produit des molécules qui sont capables de détruire les bactéries, de détruire les débris cellulaires. Et il y a une phase de rejet de débris qui sont cette fois-ci inoffensifs, dans ce cas-là des débris bactériens qui ne peuvent plus causer de soucis. Donc cette première réaction de défense, elle se passe tout le temps. Parfois, elle est efficace, c'est-à-dire que les phagocytes ont bien fait leur travail, toute la zone est complètement nettoyée, il n'y a pas d'infection bactérienne. Mais on imagine bien que toutes les bactéries, tous les virus, ne sont pas forcément absorbés par les phagocytes lors de la phagocytose, et un certain nombre d'entre eux arrivent à échapper aux phagocytes et à circuler grâce à la circulation lymphatique, que je vous rappelle, on l'a vu juste avant, c'est-à-dire ici grâce à la circulation lymphatique, qui se mettent à circuler dans la vaisseau lymphatique ou circuler dans la circulation sanguine. Quand ces bactéries, ces virus circulent dans la circulation lymphatique, on voit tout de suite qu'ils sont obligés de passer à un moment donné dans des ganglions qui vont être une sorte de poste frontière où il va y avoir la deuxième sorte de globules blancs, les lymphocytes. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Il va se passer la deuxième réaction de défense. La défense, cette fois-ci, qui va être beaucoup plus lente à mettre en place, mais qui va être spécialisée, donc très très efficace. Cette défense va être réalisée par les lymphocytes qu'on appelle lymphocytes B, parce qu'ils nous défendent, on va dire, contre les bactéries. Mais en réalité, B comme, c'est un mot un peu bizarre, hein, les bourses de Fabricius, qui sont une glande qu'on a repérée chez les oiseaux, puisque c'est là qu'a été décrit le phénomène pour la première fois. On ne va pas retenir ça, nous on va retenir B comme bactérie, pour simplifier. Alors, donc je résume, il y a la première réaction de défense qui a été réalisée, elle n'a pas été efficace, et on entame la deuxième réaction de défense parce que les bactéries, les virus, on va d'abord voir les bactéries, circulent dans la lymphe et passent dans les ganglions. Dans les ganglions, les bactéries vont être mises en relation, on va dire, avec des lymphocytes B. Alors vous les voyez ici, dans la figure que je sélectionne. Ces lymphocytes, on l'a vu en observation en microscopie, ils ont un gros noyau, et ils ont, mais ça on peut le voir en microscopie optique au collège, à la surface des récepteurs en forme de Y. Donc ça c'est en microscopie électronique qu'on a pu repérer la forme. Et à l'extrémité de chaque récepteur, il y a ce qu'on appelle un site d'accrochage qui a une forme particulière. Alors dans les figures que je vous présente, je mets toujours des triangles, des carrés, des losanges, des cercles, des demi-cercles, pour faciliter. En réalité, les formes ressembleraient peut-être plus à une forme de pomme de terre, une forme mâle et femelle. On parle de forme P-cellule. Donc ces lymphocytes, il y en a des millions d'inforants, comme il existe des millions de pommes de terre différentes, et ils sont localisés, ils sont concentrés en très grand nombre dans les ganglions lymphatiques.
quand la bactérie circule à l'intérieur de ce ganglion lymphatique, à un moment donné, par hasard, un de ces récepteurs va se fixer sur une des molécules de la bactérie qui est sur la membrane de la bactérie. Alors, si vous regardez bien cette figure, on voit le lymphocyte B ici, on voit le site d'accrochage, le site d'accrochage qui est là, le récepteur, et on voit que le site d'accrochage va fixer le triangle qui représente une molécule de la bactérie. Alors, on verra que toutes ces molécules étrangères à notre organisme, on va les appeler des antigènes. Alors, si on essaye de comprendre un petit peu le mot, anti, ça veut dire à l'opposé de, gène, on retrouve bien la notion de gène, programme génétique. Donc, si on veut traduire ce mot antigène, pour un organisme donné, un antigène correspond à toutes les protéines que le programme génétique de l'individu ne sait pas fabriquer. La bactérie fabrique ici des antigènes en forme de triangle. Notre organisme ne sait pas fabriquer ces triangles, donc pour nous, ce triangle est un antigène. Alors on le verra dans l'exercice que vous allez avoir à faire à la fin de cette activité sur les groupes sanguins, où il y a des molécules A chez les personnes de groupe A, des molécules B chez les personnes de groupe B, des molécules A et B chez les personnes de groupe AB, et l'absence de molécules A et B chez les personnes qui sont de groupe O. On verra que pour certains, ces molécules peuvent être ou non des antigènes, ce qui va expliquer si les transfusions sanguines sont possibles ou pas. Mais ça sera le cas dans votre exercice, donc je n'en dis pas plus. Donc ici, le lymphocyte a reconnu la bactérie, on est dans les ganglions, et le lymphocyte a reconnu la bactérie, et c'est là que va se mettre en place la défense spécialisée quand il y a eu cette reconnaissance. Alors ça prend du temps pour que la bactérie soit reconnue. C'est pour ça que c'est une réaction immunitaire qui est lente. Une fois que le bon lymphocyte, c'est-à-dire celui-ci, est activé par la bactérie, la défense se met totalement en place. On va cloner, c'est-à-dire ce bon lymphocyte va être multiplié, ce qui va expliquer que le ganglion lymphatique va gonfler. Mais si la défense reste dans le ganglion lymphatique situé dans le cou, elle va pas être très efficace. Donc ces bons lymphocytes vont acquérir une capacité, la capacité de sortir du ganglion lymphatique et d'être capable de circuler dans la lymphe et dans le sang pour aller nous défendre contre ces bactéries dans tout l'organisme. Ça, c'est la première capacité qu'ils acquièrent. Et ils vont acquérir une deuxième capacité en se déplaçant dans le sang et la lymphe. Ils vont acquérir la capacité de produire leurs récepteurs qui sont fixés sur la membrane, cette fois-ci de les produire, mais de les libérer dans la lymphe et dans le plasma. Il va être très efficace et ces récepteurs libres, c'est ce qu'on voit ici, on les appelle des anticorps. Donc, une fois que la bactérie a été reconnue dans le ganglion, une fois que le système immunitaire se met en place et que les lymphocytes B se mettent à circuler, ils deviennent capables de libérer dans le plasma, dans la lymphe, des anticorps qui vont aller se fixer sur les bactéries qui possèdent l'antigène à leur surface, donc que sur cette sorte de bactéries, et ils vont, puisqu'il y a deux sites d'accrochage, faire ce qu'on appelle un complexe anticorps-antigène. Je vais vous montrer dans une figure juste après pour faire la synthèse. Donc les anticorps vont faire un complexe anticorps-antigène, et comment on se débarrasse de la bactérie? Certains phagocytes sont spécialisés dans la phagocytose de ces complexes anticorps-antigènes. Voilà comment ça se passe pour les bactéries. Je vous montre une figure qui résume tout ce que je viens de vous expliquer. La voici. Je vais zoomer un petit peu. On voit bien. Voilà. Donc ici, première chose, les bactéries, là, si vous suivez ma souris, tout à gauche, en haut à gauche, les bactéries libèrent une substance, ce qui provoque l'écartement des cellules de vaisseau sanguin. Donc la zone gonfle et permet l'arrivée des phagocytes. Les phagocytes réalisent la phagocytose et nettoient la zone, potentiellement toutes les bactéries ou non. C'est la première réaction de défense qui est rapide et non spécialisée. Ensuite, si toute la zone n'a pas été nettoyée correctement, les bactéries se mettent à circuler dans la lymphe et dans le sang pour aller dans un endroit qui leur correspond le mieux. Sauf que lors de cette circulation, on a ici le ganglion, la lymphe passe dans les ganglions, les bactéries vont être mises en contact avec des gardiens que sont les lymphocytes B qui possèdent des récepteurs avec des sites d'accrochage et par chance, au bout de quelques jours ou plus,
un des lymphocytes B, on le voit ici en zoom, a le site d'accrochage du récepteur qui se fixe à l'antigène bactérien, ce qui déclenche le clonage de ce bon lymphocyte B, d'où le ganglion qui gonfle, et surtout le fait que le lymphocyte B puisse circuler dans le sang et la lymphe et qu'il devienne capable de produire des anticorps et surtout de les libérer dans le plasma de la lymphe. Les anticorps produits par le lymphocyte B vont venir faire un complexe anticorps-antigène qui va neutraliser les bactéries. Les bactéries vont ensuite être phagocytées par un phagocyte pour être détruites. Voilà comment une défense lente mais spécialisée va se mettre en place contre les bactéries. Ça prend généralement quelques semaines. Alors on va voir que les virus, ça se passe de la même manière. Tout ce que je viens de dire sur les bactéries, c'est la même chose pour les virus qui circulent. Donc on peut avoir des anticorps contre les virus circulants, sauf que les virus, on l'a vu dans leur mode d'infection, si on revient ici, hein, les virus, ils utilisent nos cellules pour se développer. Donc nos cellules, théoriquement, possèdent des antigènes, alors ce ne sont pas des antigènes pour nous, possèdent des molécules à leur surface qu'on connaît, donc ce ne sont pas des antigènes. Donc on ne peut pas venir traquer les virus à l'intérieur de nos propres cellules. La défense ne peut pas se mettre en place, théoriquement. Donc il y a une deuxième population qui va aider les lymphocytes B, une deuxième population qu'on va appeler les lymphocytes T. Voilà. Donc la défense spécialisée contre les virus grâce aux lymphocytes T. Alors T comme thymus, puisqu'ils ont commencé à être fabriqués dans les os et ils sont finis de fabriquer dans le thymus, hein, je vous l'avais remontré tout à l'heure, dans les organes du système immunitaire. Voilà. Ici, vous avez les amygdales et en dessous, on a un organe ici peu connu qui s'appelle le thymus. C'est là où sont fabriqués les lymphocytes T. Donc les lymphocytes T, voilà, ma figure, possèdent eux aussi un noyau, une membrane cytoplasme, ils sont un gros noyau, et des récepteurs, mais cette fois-ci qui n'ont qu'un seul site d'accrochage aux antigènes. Alors, on peut se dire, nos virus, ils sont à l'intérieur de nos propres cellules, on ne peut pas se défendre. Si, grâce à ces lymphocytes T, qui, grâce à ce récepteur, vont... Alors, il faut que le lymphocyte T ait été sélectionné, il faut que le lymphocyte T ait été multiplié et qu'il se mette à circuler. Une fois qu'on a le bon lymphocyte T, il circule dans notre organisme à la recherche de nos propres cellules qui ont à l'intérieur un virus. Mais comment on sait qu'il y a un virus à l'intérieur? Eh bien, finalement, les virus, quand ils rentrent dans nos cellules, ils mettent un drapeau devant nos cellules pour dire je suis rentré. C'est comme si un cambrioleur met un gros drapeau pour dire je suis en train de cambrioler à la maison. Et bien là, c'est la même chose. Regardez, on va revenir à la figure. Ici, vous avez vu, j'ai mis une petite loupe. On voit le virus et on voit les molécules du virus qui sont laissées sur la membrane de nos propres cellules. Quand un virus rentre dans nos cellules, les antigènes viraux sont déposés sur la membrane. Et c'est grâce à ces antigènes, donc des molécules étrangères à notre corps, qu'on va pouvoir se défendre contre la multiplication de ces virus qui nous rendent malades. Donc je reviens ici. Donc les lymphocytes T ont un récepteur qui va pouvoir se fixer un antigène viral sur une de nos propres cellules. C'est la figure qui est ici. Regardez, ici on a le lymphocyte T, on a une cellule hôte qui est en train de fabriquer des virus, et si on regarde le petit zoom ici, le récepteur s'est fixé à l'antigène viral, et le lymphocyte T va alors en réponse produire une substance qu'on appelle la perforine, qui va être enchâssée, c'est-à-dire intégrée à la membrane de la cellule affectée par le virus, pour faire une sorte de petit canal, et dans ce petit canal va circuler de l'eau qui va faire éclater la cellule. Et donc les virus ne vont pas pouvoir se reproduire. Ensuite, les virus libres qui auront été libérés, qui n'auront pas le temps de se reproduire, vont être à leur tour attaqués par les anticorps des lymphocytes B. Donc là, contre les virus, il y a une action conjointe des lymphocytes B qui produisent des anticorps contre les virus libres et mobiles dans le plasma et dans la lymphe, et les lymphocytes T, qui sont des T aussi comme tueurs, qui vont aller tuer nos propres cellules qui ont des antigènes viraux sur la membrane, qui est le signe finalement que la cellule a été piratée par un virus, et donc ces lymphocytes T vont nous défendre contre ces cellules. Voilà, la vidéo est bientôt terminée. Je vous décris simplement l'exercice que vous allez avoir à faire.
Pour vérifier que vous avez bien compris comment fonctionnent les lymphocytes B et T, mais ici on va voir que c'est principalement un exercice sur les lymphocytes B, vous allez faire un exercice dans l'encadré ci-dessous, où vous allez créer sur cette partie-là un petit tableau, où vous allez mettre les donneurs qui peuvent être de sang, donneur qui peut être de groupe A, qui peut être de groupe B, qui peut être de groupe AB ou qui peut être du groupe O, qui transfuse, qui donne le sang à quelqu'un qui a besoin de sang, qui peut être lui aussi un receveur, soit de groupe A, soit de groupe B, soit de groupe AB, soit de groupe O, et me dire si la transfusion est possible ou impossible. Une fois que vous avez fait ce tableau, toujours dans l'espace disponible, donc il faut bien vous organiser pour gérer l'espace, vous allez dire si pourquoi une transfusion est possible et impossible. Vous n'êtes pas obligé de décrire tous les exemples. Si vous me décrivez correctement un exemple de transfusion possible et que vous me décrivez et vous m'expliquez correctement pourquoi une transfusion est impossible, avec un texte, et c'est marqué dans l'énoncé, un petit croquis, en utilisant la notion d'anticorps et d'antigène, eh ben, vous faites comprendre à votre correcteur, c'est-à-dire à moi, que vous avez compris pourquoi une transfusion est possible, pourquoi une transfusion est impossible et à quoi il faut faire attention, justement. Et si vous comprenez l'exemple des transfusions, bah, vous avez compris le rôle des lymphocytes B contre les bactéries et on verra un autre exercice potentiel sur les lymphocytes B. Juste une petite chose, vous avez en résumé dans votre espace le même document que celui de l'infection bactérienne, mais pour expliquer la particularité finalement de l'intervention des lymphocytes T contre nos cellules qui sont infectées par des virus. En espérant que cette vidéo va vous permettre de comprendre le système immunitaire, je ferai une deuxième vidéo pour parler de la découverte de Pasteur sur le vaccin et je ferai une troisième vidéo à venir sur le VIH pour qu'on comprenne le rôle, l'impact de ce virus qui provoque et comment il provoque le sida. Voilà, je vous remercie. Je vous rappelle que tous les documents sont dans l'espace de la classe et il faut travailler avant de venir en classe. On peut travailler potentiellement en classe inversée pour certaines classes, en classe bien évidemment. D'autres, cette vidéo vous servira simplement pour réviser votre brevet. Eh ben, je vous remercie et n'hésitez pas à me reposer des questions en classe sur des éléments que vous n'avez pas compris. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Voilà, je conclus cette vidéo par cette image. Eh ben, merci, à très bientôt. Au revoir.